En 1912, à bord d'une montgolfière, le scientifique autrichien Victor Hess découvre les rayons cosmiques, des rayons de haute énergie provenant de l'espace et frappant l'atmosphère terrestre. À la même période, les scientifiques étudient en laboratoire d'autres rayons d'énergie tout aussi puissants et mystérieux, produits par l'atome, la radioactivité. D'un côté, des rayons mystérieux provenant de l'espace, et de l'autre, d'étranges rayons provenant des profondeurs de l'atome. Personne ne comprend vraiment ce que c'est, et encore moins n'imagine qu'il peut y avoir un lien entre les deux. En approfondissant leur connaissance de l'atome, les physiciens vont découvrir des lois qui défient l'entendement. Et ces découvertes vont nous obliger à repenser la réalité. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'entre 1905 et 1927, notre compréhension de l'atome a radicalement changé. En 1897, Henri Becquerel et Marie Curie découvrent que certains éléments émettent de la radioactivité. En 1905, Albert Einstein prouve de façon irréfutable l'existence et la taille de l'atome en étudiant la manière dont le pollen se comporte à la surface de l'eau. Quelques années plus tard, Rutherford réalise une expérience qui lui révèle la structure interne de l'atome, et que celui-ci est presque entièrement constitué de vide. De ce fait, une question se pose. Comment cet atome vide peut-il créer le monde solide qui nous entoure? Bohr et Heisenberg ont suggéré que le monde de l'atome pourrait fonctionner sur des principes totalement différents de ceux que l'humanité connaissait jusque-là. Et ce n'est que le début, car l'atome est loin d'avoir livré tous ses secrets. En 1925, la mécanique quantique et la relativité ont déjà été largement formulées et largement exploitées chacune de leur côté. La mécanique quantique décrit mathématiquement le comportement de l'atome et de ses composants, et de l'autre, la relativité restreinte d'Einstein traite de la nature de l'espace et du temps. Mais les tentatives pour concilier les deux théories sont toujours un échec, notamment en ce qui concerne l'électron. Il semble impossible de décrire un électron de façon à la fois quantique et relativiste. Au département de mathématiques de l'université de Cambridge, Paul Dirac cherche à unifier mécanique quantique et relativité. Durant 3 ans, Dirac travaille seul sur ce problème. Et puis, un soir, au début de l'année 1928, il aboutit à un résultat. Dirac modèle une équation unique, une description totalement nouvelle de ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Voici l'équation de Dirac. Retenez juste que l'équation de Dirac décrit correctement le comportement de l'électron et permet des applications immédiates, comme par exemple le calcul fin des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes, dont le résultat est parfaitement en accord avec les mesures. Mais en regardant de plus près son équation, Dirac constate qu'au lieu de n'avoir qu'une seule solution, son équation en a 2. En plus de décrire correctement le comportement des électrons, une autre solution mathématique apparaît, mais dont les paramètres sont tels qu'il est impossible de l'interpréter en termes d'électrons, car l'énergie de ces particules serait négative. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'une situation très fréquente en physique. Pour modéliser un phénomène, on établit une belle équation. Lorsqu'on y parvient, la fonction qui porte le modèle est une solution de l'équation par construction. Mais il peut exister d'autres solutions, qui ne correspondent à rien en physique. Dans ce cas, en général, on ne s'en préoccupe pas, et il suffira de s'en prémunir en accompagnant le mode d'emploi de l'équation en indiquant « Dans la suite des calculs, on veillera à exclure les solutions non physiques ». C'est ce que ferait n'importe quel physicien qui trouve une équation. Mais Dirac ne s'en contente pas. Il s'interroge. Que signifie cette solution supplémentaire? Quel pourrait être le sens physique d'un électron d'énergie négative? Il se rend compte que la solution excédentaire pourrait décrire une particule bien réelle, de même masse que l'électron, mais pourvue d'une charge électrique opposée. La seconde solution de l'équation de Dirac décrit une sorte d'image miroir de notre univers, constituée de particules dont les charges électriques seraient inversées. Il existerait en fait une autre forme de matière qu'on appelle l'antimatière. Il pourrait ainsi exister un monde constitué d'atomes d'antimatière,
mais qui auraient la même apparence et le même fonctionnement que notre monde à nous. Tout cela ressemble à de la science-fiction, et l'antimatière a effectivement inspiré de nombreux auteurs de science-fiction. Mais en réalité, l'antimatière existe bel et bien. De nos jours, les électrons d'antimatière, appelés positrons, sont fabriqués quotidiennement dans les hôpitaux. Les positrons sont utilisés par des appareils d'imagerie médicale sophistiqués, appelés PET scan, c'est-à-dire tomographie par émission de positrons. Grâce à cet appareil, les médecins sont capables de voir en 3D le fonctionnement d'un organe à l'intérieur du corps humain. Mais dans les années 1920, la première réaction des physiciens face à l'équation de Dirac est un profond scepticisme. Dirac dira lui-même qu'il a du mal à croire en ses propres résultats. C'est alors qu'arrive une confirmation retentissante de l'équation de Dirac et de toutes ses implications paradoxales. Et elle vient de là où on ne l'attend pas, elle vient de l'espace. En 1932, le physicien Carl Anderson travaille à Caltech, l'Institut de technologie de Californie. Il étudie les rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules subatomiques, notamment des protons de haute énergie, qui bombardent la Terre depuis l'espace. Pour cela, il se sert d'un appareil appelé chambre à brouillard. C'est une cuve remplie d'un fin brouillard de vapeur d'eau. Elle permet de visualiser la trace des particules qui traversent la vapeur. Placées à l'intérieur d'un champ magnétique, ces traces sont déviées d'un côté ou de l'autre en fonction de la charge électrique de la particule. Les traces des particules positives penchent d'un côté, et les traces des particules négatives penchent de l'autre. Anderson détecte des particules qui sont exactement comme les électrons, mais qui dévient dans la direction opposée. En fait, il vient de découvrir les anti-électrons de Dirac, des particules d'antimatière. L'équation de Dirac est une réelle prouesse. Sa prédiction purement mathématique de l'existence de l'antimatière suffit à en faire une pierre angulaire de l'histoire de la pensée humaine. Mais pourtant, elle pose un problème. Cette équation n'est capable de décrire qu'un seul électron isolé. Elle ne peut pas expliquer ce qui se passe en présence de plusieurs électrons. Il faut donc une nouvelle théorie. Une théorie qui explique l'interaction entre les électrons. Ce sera la question la plus ardue du milieu du XXe siècle. Mais quand sa réponse arrivera, elle s'accompagnera d'une révélation inattendue. À Caltech, Richard Feynman et ses contemporains tentent de reprendre le flambeau de Dirac afin de développer une théorie qui ferait avancer notre compréhension de l'atome. Comme Dirac et son équation de l'antimatière avant eux, ils ont comme objectif d'unifier la physique quantique et la relativité. Ils veulent comprendre quel effet les électrons ont les uns sur les autres. Ils donnent à leur projet d'unification le nom d'électrodynamique quantique. Ce projet est un formidable défi et son résultat grandiose rien de moins que la théorie scientifique la plus précise et approfondie jamais élaborée. Elle prédit notamment qu'une certaine propriété de l'électron, appelée moment magnétique, a une valeur de 2,002319304. Les expériences donnent exactement la même valeur. Théorie et expérience donnent un accord au milliardième près. C'est une précision jamais atteinte auparavant. C'est aussi fort que de mesurer la distance entre Paris et New York à un cheveu près. Alors que dit vraiment l'électrodynamique quantique ? D'abord, vous devez mettre de côté tout ce que vous croyez savoir sur la nature. Vous devez abandonner l'idée que l'espace vide est vide. Si j'aspirais tout l'air dans cette bouteille, vous me diriez probablement qu'elle est vide. En fait, non, elle n'est pas vide, puisqu'elle est remplie d'air. Maintenant, imaginons que je puisse retirer tous les atomes à l'intérieur de cette bouteille. Il ne resterait alors que du vide. Un volume de vide pur. L'électrodynamique quantique contredit cette idée en disant que le vide n'est pas vide. Je répète, le vide n'est pas un endroit où rien n'existe, où rien ne se passe. En réalité, ce qu'on appelle le vide est rempli de choses et il y règne une activité bouillonnante. Comment est-ce possible ?
Imaginez un point infinitésimal dans le vide. Le bon sens nous fait dire qu'il n'y a rien. La physique quantique nous dit, elle, il n'y a rien en moyenne. Ces deux mots, en moyenne, nous forcent à repenser notre compréhension de la réalité. Prenons un exemple avec votre compte en banque. Certains jours, il y aura dessus 150 € en crédit. D'autres fois, ce sera 150 € en débit. En moyenne, il y aura donc une balance de 0. On peut donc dire que votre compte en banque est vide en moyenne. L'espace vide semble fonctionner de la même manière, excepté qu'il emprunte de l'énergie et non de l'argent. Et c'est là que ça se complique, car cette énergie est littéralement empruntée à l'avenir, pourvu qu'elle soit remboursée très rapidement. En pratique, ça veut dire que l'énergie empruntée peut être utilisée pour créer une particule ou une antiparticule qui sont spontanément formées depuis le vide, à condition qu'une fraction de seconde plus tard, elles s'anéantissent mutuellement et disparaissent. Comme une confirmation stupéfiante de la théorie de l'antimatière de Dirac, le vide grouille de particules de matière et d'antimatière qui se créent et s'anéantissent continuellement. À une échelle microscopique, l'espace est une tempête constante de création et de destruction. Les physiciens appellent ça l'énergie du vide. Les particules quantiques vont et viennent si rapidement qu'on n'en a absolument pas conscience. On parle alors de particules virtuelles. Mais si on pouvait ralentir le temps, on serait capable de voir cette activité bouillonnante. Cette création et destruction perpétuelle d'énergie et de matière qui structure la réalité. Et attention, car le meilleur reste à venir. L'électrodynamique quantique énonce que la matière, dont on pense être à la base d'autres mondes, n'est en réalité que les restes de toute l'activité bouillonnante des particules virtuelles dans le vide. Ainsi, vous, moi, la Terre, les étoiles, tout fait partie d'une réalité plus profonde et infiniment plus complexe qu'on peut le penser. Alors bien sûr, quand Feynman commence à développer cette idée révolutionnaire à Caltech, au milieu des années 40, ses contemporains sont horrifiés. À cette époque, l'opinion générale est que l'électrodynamique quantique est un véritable fiasco. Les équations n'avaient pas de solution tangible. Les mathématiques étaient parties dans une direction incontrôlée. Mais Feynman n'est pas de cet avis. Avec toute l'arrogance et l'assurance de la jeunesse, il tire de cette complexité mathématique une série de diagrammes révolutionnaires, mais presque enfantins, pour expliquer ses nouvelles idées. Leur élégante simplicité tranche avec la complexité mathématique de la mécanique quantique traditionnelle. À nouveau, le conflit entre les différentes générations de physiciens est inévitable. En 1948, à l'âge de 30 ans, Feynman dévoile à la communauté scientifique sa version de l'électrodynamique quantique à l'aide de ces diagrammes. Il choisit la plus importante conférence scientifique américaine annuelle, la conférence de Shelter Island en Pennsylvanie. Sont présents entre autres Niels Bohr, Paul Dirac et Robert Oppenheimer à qui on doit la bombe atomique. La conférence s'ouvre dans une atmosphère morose, car la confiance dans l'électrodynamique quantique a disparu. Les uns après les autres, les physiciens avouent dans de longs discours leur incapacité à trouver une solution. Jusqu'à l'intervention de Feynman. Il se lève et il fait face aux plus illustres scientifiques de son époque. Il commence à dévoiler ses nouveaux diagrammes. Comme on pouvait s'y attendre, une querelle éclate. Ce qui choque les physiciens, c'est qu'au lieu d'utiliser de bonnes vieilles formules mathématiques, Feynman décrivait tout ce que les particules virtuelles étaient capables de faire avec de simples images. Niels Bohr, qui autrefois avait révolutionné la physique, bondit de sa chaise de dégoût. Les diagrammes de Feynman le révulsent, car ils vont à l'encontre de tout ce à quoi il a consacré sa vie. Rappelez-vous, Bohr était convaincu que les atomes ne pouvaient en aucun cas être représentés. Feynman défend sa nouvelle théorie en tentant d'expliquer que les diagrammes ne sont qu'un simple instrument pour représenter les équations. Mais les autres scientifiques, y compris Dirac, ne veulent pas en entendre parler. Feynman finit son exposé meurtri, mais sans regret. Il sait que ses diagrammes sont corrects. Ce soir-là,
Feynman rencontre un jeune physicien du nom de Julian Schwinger. Celui-ci est du même âge que Feynman. Bien qu'ils travaillaient séparément, et avec des approches différentes sur l'électrodynamique quantique, ils en ont tiré les mêmes conclusions. Avec leurs nouvelles équations, ils sont capables de comprendre l'électrodynamique quantique. Et avec les diagrammes de Feynman, ils produisent une théorie d'une puissance extraordinaire. Ils s'associent pour lancer une attaque frontale contre Niels Bohr et les conservateurs. À la fin de la conférence en Pennsylvanie, l'humeur est passée d'un sentiment de frustration et de désespoir à celui d'excitation et d'idéalisme. L'électrodynamique quantique devient rapidement la théorie la plus précise jamais élaborée par l'homme. Le cadre de toute cette physique des particules, c'est la théorie quantique des champs, sous-entendu des champs relativistes. Elle découle du mariage plus ou moins harmonieux de la relativité restreinte et de la mécanique quantique. Après le pas spectaculaire accompli par l'équation de Dirac, la théorie quantique relativiste se développe rapidement et change radicalement notre conception des particules, des interactions et même du vide. Une des conséquences les plus étonnantes est qu'à présent, le nombre de particules n'est pas conservé lors des interactions. La mécanique quantique a remis en cause presque toutes les notions intuitives. Position, vitesse, énergie, fréquence, mais une particule restait une particule. Après Dirac et la découverte des antiparticules, rien n'empêche qu'au cours d'une interaction, de l'énergie se transforme en une paire de particules antiparticules. L'électrodynamique quantique est la conclusion glorieuse de 5 décennies de science pleines de rebondissements. Les scientifiques sont alors convaincus qu'une grande partie de l'univers est composée de deux choses, les atomes et la lumière. La lumière est constituée de particules appelées les photons, et les atomes ont 3 composants, l'électron, le proton et le neutron. Avec l'antimatière, il y a aussi les antiprotons, les antineutrons et les positrons. Quant au photon, il est lui-même sa propre antiparticule. Tout cela est un peu étrange, mais parfaitement symétrique. Tout allait donc pour le mieux dans le jardin de la physique. Parés de ces premiers succès, les physiciens attaquent donc d'autres calculs un peu plus ambitieux pour se rendre compte que certaines probabilités d'interaction ont une fâcheuse tendance à devenir infinies. En effet, le caractère quantique de la théorie admet des fluctuations d'énergie et son caractère relativiste autorise la conversion d'énergie en matière. On voit apparaître, ici et là, de nouvelles particules dont on ne peut maîtriser ni le nombre ni l'énergie. Les entités originales, qui ne rentrent dans aucune théorie connue, apparaissent à un rythme tellement rapide dans les laboratoires que les scientifiques ne savent plus quel nom leur donner. Neutrinos, pions positifs, pions négatifs, et bien sûr chacune a son équivalent dans l'antimatière. Quand une nouvelle particule, le muon, est découverte, un physicien s'exclame en plaisantant « Mais qui a commandé ça ?» Tout cela devient un gigantesque bazar sans queue ni tête, que les physiciens désespérés appellent le zoo des particules. En quelques années seulement, la physique nucléaire est devenue un chaos total. Et bien sûr, la résolution de ce nouveau mystère, elle a nécessité une nouvelle révolution scientifique. C'est là qu'intervient Murray Gell-Mann. Comme Richard Feynman, qu'il rejoint à Caltech au début des années 60, il semble avoir cette capacité de voir au-delà des mathématiques et de leurs conventions pour élucider les mystères de la nature. Ensemble, Feynman et Gell-Mann forment un tandem de choc. Il y avait une grande rivalité entre ces deux intellectuels, mais ils se nourrissent mutuellement de la créativité de l'un l'autre. C'étaient deux personnalités très différentes. Feynman dans le rôle du plaisantin, toujours prêt à déconner, et Gell-Mann dans celui de l'élitiste cultivé. À Caltech, leurs bureaux étaient côte à côte. Gell-Mann ne supportait pas d'entendre la voix tonitruante de Feynman, et ce dernier prenait un malin plaisir à lui faire peur. Mais le fait est que, durant les années 60 et 70, ces deux génies ont dominé l'univers de la physique des particules. Leur rivalité les pousse à se dépasser. Gell-Mann en particulier cherche désespérément à surpasser Feynman en apportant un peu d'ordre dans le zoo des particules. Dans l'atmosphère d'émulation intellectuelle de Caltech,
Gell-Mann fait quelque chose de très étrange. Il commence à traiter la question de la prépondérance des particules en se basant sur un type de mathématiques différentes. Il utilise une forme obscure de mathématiques appelée la théorie des groupes. Comme son nom le suggère, c'est une théorie qui analyse des groupes de nombres et de symboles et tente de les organiser en schémas simples et symétriques. C'est un peu comme travailler avec une forme abstraite d'origami. Avec cette méthode, Gell-Mann commence à organiser toutes les particules connues en un système qu'il appelle voie octuple, d'après un poème bouddhiste. Gell-Mann comprend que sa théorie des groupes semble montrer du doigt une vérité mathématique nouvelle, sous-jacente et profonde. Quelque chose qui pourrait revisiter les lois atomiques. Les calculs de Gell-Mann lui révèlent que pour trouver des schémas cohérents de classification de toutes les particules de sa voie octuple, il doit admettre qu'il existe une réalité différente. Une fois encore, les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être. Pour les physiciens, les atomes étaient faits de 3 types de particules. Les électrons, qui gravitent autour du noyau, qui lui-même était constitué de protons et de neutrons. En 1964, Gell-Mann suggère que les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de particules encore plus élémentaires. Des particules qu'il appelle des quarks. Gell-Mann a beau être cultivé et arrogant, au fond, il manque de confiance en lui. Il sait que pour ses pairs, même ceux qui sont habitués aux bizarreries de l'atome, les quarks auront du mal à être acceptés. Comme rien n'a jamais prouvé l'existence de quelque chose qui ressemble à un quark, il est convaincu que sa nouvelle théorie va être stigmatisée. Gell-Mann garde donc pour lui sa découverte. Ainsi, l'une des plus grandes idées de la science a bien failli être perdue à tout jamais. Mais une chose extraordinaire se produit alors, à quelques centaines de kilomètres au nord de Caltech. Voici l'accélérateur linéaire de Stanford, situé à quelques kilomètres au sud de San Francisco. C'est une sorte de pistolet géant à électrons. Il a été construit en 1962. À l'intérieur, un faisceau d'électrons de haute énergie est propulsé dans un tunnel de 3,2 km de longueur. Dans cette machine, les électrons atteignent 99% de la vitesse de la lumière en moins de quelques mètres. Pour le dire autrement, si vous tirez une balle de revolver au moment du départ des électrons, ces derniers auront déjà parcouru les 3,2 km du tunnel avant même que votre balle ait quitté le barillet. C'est là, en 1968, qu'a été faite l'une des plus grandes découvertes de la physique. Le faisceau d'électrons qui se déplace à la vitesse de la lumière traverse un grand réservoir rempli d'hydrogène, donc de protons. Les électrons s'écrasent contre les protons et se dispersent pour être captés par d'énormes détecteurs disséminés tout autour du réservoir. En observant la façon dont les électrons se dispersent à cause de la très haute énergie, les physiciens obtiennent la preuve formelle que les protons ont une structure interne. En d'autres termes, les protons sont eux-mêmes constitués de particules plus élémentaires, les fameux quarks prédits par Gell-Mann. Le quark est une particule complexe et insaisissable. On sait aujourd'hui qu'il existe 6 sortes de quarks appelés saveurs: up, down, strange, charm, top et bottom. De plus, les quarks ne sont jamais isolés. Ils sont toujours combinés avec d'autres quarks. Cela les rend donc impossibles à voir directement. On ne peut que déduire leur présence. Malgré ça, le quark apporte un semblant d'ordre dans le zoo des particules. En gros, toute la matière qui compose l'univers est constituée d'atomes, et de ce fait de quarks et d'électrons. Alors, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, en 2012, la découverte du boson de Higgs est venue clôturer en beauté toute la physique standard des particules. Mais certains physiciens pensent qu'on pourrait encore découvrir que le quark est fait de quelque chose d'encore plus étrange. Est-ce possible? Pour l'instant, personne n'en sait rien. Depuis 1905 et la preuve de l'existence des atomes par Einstein, nous avons parcouru un chemin incroyable pour comprendre la structure interne de la matière. Le monde subatomique s'est révélé encore plus étrange que ce que l'on aurait pu imaginer. Un monde fait d'antimatière et dans lequel le vide possède une énergie. Un monde gouverné par des lois originales qui semblent parfois défier la raison.
Les atomes présentent des contradictions vertigineuses. Ils peuvent se comporter comme des particules ou comme des ondes. Ils apparaissent simultanément à plusieurs endroits en même temps, nous forçant à repenser ce qu'on entend par passé et futur, cause et effet. Et pourtant, malgré tous les secrets que la science a percés, il reste toujours des choses inexplicables. Deux anomalies saisissantes et dérangeantes subsistent. La première, qui est désormais une des préoccupations principales des physiciens théoriciens à travers le monde, concerne la gravitation. Bien qu'elle ait été largement étudiée par Newton et Einstein, elle ne s'intègre toujours pas avec la physique quantique. Plusieurs pistes de recherche sont envisagées pour réaliser cette prouesse. L'une d'entre elles est la théorie des cordes. Elle considère que toutes les particules subatomiques sont en fait des sortes de cordes minuscules vibrantes qui posséderaient des dimensions spatiales supplémentaires. Il y a également la théorie des brane. Elle suggère que l'entité espace-temps n'est qu'une membrane flottante à travers le multivers. Une autre est la gravitation quantique à boucle, qui suggère que rien n'existe vraiment et que tout est fait de petites particules de boucles d'espace et de temps. Le simple fait que la gravitation a du mal à s'intégrer à la théorie quantique nous montre que notre compréhension de la gravitation est incomplète. Le deuxième problème à résoudre, c'est de comprendre comment des milliards de milliards d'atomes combinés entre eux arrivent à créer le monde qui nous entoure. Car jusqu'à présent, bien qu'on connaisse des quantités de choses sur les atomes et leur comportement, les physiciens n'ont fait que décrire le comportement d'un atome seul ou d'une combinaison de quelques atomes. La manière dont tous les atomes de l'univers interagissent entre eux reste encore un très grand mystère. Pour finir, voici une question qui va vous faire cogiter. Les atomes qui constituent notre corps humain sont identiques à ceux qui sont dans les roches, les arbres, dans l'air et dans les étoiles. Bien qu'ils soient insaisissables par nature, ils peuvent s'assembler pour former un être conscient, capable de poser la question « qu'est-ce qu'un atome ?» Comment est-ce possible? Répondre à cette question sera sans doute le prochain grand défi de la science.